Bonjour et bienvenue dans De cœur et d'études, un balado sur la motivation et l'engagement universitaire réalisé en collaboration avec les professionnels du soutien à l'apprentissage de l'UDM. Je m'appelle Florence Lilia-Kounina et je vous invite à me suivre dans cette quête pour mener une vie riche et épanouie dans ces études. Dans ce 5e épisode, nous allons parler du surengagement. Le surengagement est devenu une problématique assez préoccupante ces dernières années, notamment aux études supérieures avec des risques d'épuisement et d'arrêt ou d'abandon des étudiants. Et avec nous pour en discuter, je recevrai le doyen de la Faculté des arts et des sciences à l'Université de Montréal et professeur titulaire en philosophie, M. Frédéric Bouchard, et l'infirmier en psychiatrie ainsi que doctorant à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, M. Vincent Billet. Avant d'entamer cette discussion, j'ai demandé à la neuropsychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite de l'UDM, Magali Rebattel, de définir le surengagement. Le surengagement, c'est le fait de travailler plus que la normale, c'est le fait d'essayer de vouloir mener tout de front ou de s'investir que dans ses études, de faire que travailler au point qu'on dort plus, qu'on voit plus personne, qu'on se renferme et qu'on passe tout son temps à travailler en fait. Et on voit que c'est une problématique qui est devenue assez préoccupante pour nous ces dernières années au soutien à l'apprentissage, puisqu'on voit beaucoup d'étudiants en épuisement, en burn-out, qui doivent arrêter ou certains qui abandonnent leurs études parce qu'ils sont complètement épuisés. Aussi cette tendance à la comparaison qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup d'étudiants, et souvent relayée par les réseaux sociaux notamment. Donc il faut arriver à trouver un certain point d'équilibre en fait entre tout ça pour rester épanoui dans ses études et arriver au bout. Aujourd'hui, on abordera une thématique bien particulière de l'engagement, celle du surengagement. Et pour en parler, j'ai en studio avec moi deux invités très spéciaux. D'abord, M. Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Bonjour. Oui, merci beaucoup, M. Bouchard, d'être avec nous. Également, en studio, je reçois M. Vincent Billet, qui a occupé le poste d'infirmier en psychiatrie dans les services de crise en santé mentale au Centre hospitalier Charles Perrins à Bordeaux de 2010 jusqu'en 2022. Quand même. Il est également titulaire de 2 maîtrises dans le domaine des sciences infirmières et présentement doctorant à la Faculté des sciences infirmières de l'UDM. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi, Vincent. Alors, ma première question s'adresse à vous, M. Bouchard. En tant que doyen, mais aussi en tant que professeur, est-ce que vous remarquez un surengagement chez les étudiants? Il y a deux choses qu'on constate là, un peu chez nos étudiants. D'une part, puis là, je dirais c'est toute la société, mais quand le monde est instable et imprévisible, on a de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Donc, soit on fait des choix plus prudents, soit on veut s'assurer qu'on a tout fait ce qui est nécessaire pour augmenter nos chances de succès. Et donc, le surengagement, je dirais, il vient en partie de ça. Il vient en partie d'une espèce de... Je dirais pas peur du futur, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas peur du futur en tant que tel, mais la difficulté de se projeter dans l'avenir qui fait des fois qu'on se dit, OK, bien, il faut que je fasse tout ce qui est à ma portée pour assurer que je m'en sorte. De l'autre côté, il y a aussi un phénomène social plus général qu'on s'entraîne, plus ça dépasse l'université, là. On se fait constamment dire qu'on doit faire le meilleur choix possible. Et donc, on a 15 millions de sortes de céréales. Pourquoi? Bien, on dit qu'il y a une sorte de céréales pour vous. Donc, est-ce que vous voulez, c'est avec ou sans gluten? Est-ce que c'est sucre ou pas de sucre? Est-ce que tout au long de notre journée, on fait des choix, on s'entraîne à faire des choix optimisés. Donc, il faut qu'on prenne la meilleure décision possible. Il faut qu'on prenne la meilleure photo possible. Il faut qu'on utilise notre temps de la meilleure manière possible. Et ça, nos étudiants, bien sûr, le vivent aussi. Et donc, bien, on se dit, bien, je dois tout faire. Comment optimiser ces années d'études? Puis là, je pense que c'est une mauvaise idée. Là, je ne suis pas en train de le recommander. C'est juste qu'on reçoit de la société l'idée que l'avenir est instable, donc ratez pas votre coup. Et il y a une trajectoire idéale que vous devez essayer de trouver. Puis les deux ensemble font que les étudiants, jeunes et moins jeunes, se mettent une pression inouïe pour faire les choix les meilleurs possibles. Puis, il y en a qui décrochent complètement parce que c'est trop. Puis, il y en a qui ne décrochent pas, mais qui subissent ce fardeau-là chaque jour.
OK, bien peut-être pour parler justement d'un autre facteur qui pourrait expliquer ce surengagement-là, on vit quand même dans une société de performance. Puis dans la société de performance dans laquelle on vit, est-ce que vous diriez que les exigences aussi envers les étudiants à l'université sont de plus en plus élevées? C'est difficile à établir parce que je dirais, quand j'étais étudiant au bac en philo, le nombre de lectures que je devais faire chaque semaine était beaucoup plus élevé que ce qui est demandé aux étudiants dans le même cours aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'est difficile à comparer parce que ce n'est pas le même genre d'exigence. Je pense que ce qui a vraiment changé, c'est plutôt que, consciemment ou inconsciemment, on craint de plus en plus l'erreur. Et donc, on a peur de se tromper, on a peur de mal choisir, on a peur de ne pas avoir à plus, on a peur de... Et donc, si je contraste avec mon parcours comme étudiant, on voulait des bonnes notes, on voulait réussir, mais on ne sentait pas autant que chaque examen était une question de vie ou de mort. Ouais. Et là, moi, je reçois les demandes de révision de notes des étudiants. Pas toutes, là, mais il y en a qui se rendent à mon bureau. Quand je vois la justification des demandes de révision de notes, on souligne la gravité puis l'importance de l'intra pour ma vie entière. Et ça, c'est un fardeau puis une pression inouïe que, je dirais que nos étudiants se donnent, mais que la société génère, comme si la vie était un gros Hunger's Game, puis ce l'est pas. C'est peur de l'échec. C'est peur de l'échec, peur de l'erreur, peur de se tromper et surtout peur des conséquences de cette erreur-là. Et c'est pas qu'il n'y a pas de conséquences, mais il y a des multitudes de manières d'avoir une belle vie. Et ça, je pense qu'on le perd de vue en ce moment. En fait, je vais me tourner vers toi maintenant, Vincent, puis j'ai peut-être plus, étant donné que tu es étudiant actuellement, plus te demander ton expérience, parce que tu as aussi fait des études en France. Et là, maintenant, tu es ici à l'Université de Montréal. Est-ce que toi, tu as remarqué des exigences croissantes ou peut-être des différences d'exigences entre les deux systèmes? Tu pourrais nous en parler? Oui, tout à fait. Déjà, il y a une grande différence avec le milieu académique en France, avec celui au Québec. Je dirais que ça va avec la société dans laquelle les académies sont. En Nord-Amérique, il y a quand même une société un peu plus ciblée sur la performance et la productivité. C'est vrai que moi, je l'ai tout de suite ressenti en arrivant ici. OK. Après, il y a des grandes différences par rapport au modèle d'évaluation ou des choses comme ça, où moi, j'ai vraiment reconstruit les choses en découvrant ici où il y avait beaucoup de lectures, beaucoup d'échanges, beaucoup aussi de choses de comment on construit nos idées, comment c'est construit ici qui nous guide par rapport à ça, alors qu'en France, c'est beaucoup plus magistral. En tout cas, moi, les cours que j'ai pu avoir, où c'est beaucoup plus de l'écoute, de la prise de notes, et puis après, on reproduit un petit peu ce qu'on a entendu, où là, il y avait peut-être ici quelque chose de plus réflexif, en tout cas au niveau doctoral, qui était plus intéressant. Après, je dirais qu'en France, les choses étaient peut-être plus légères, comment je prenais le rapport aux études. Il y avait aussi peut-être ça, parce que moi, je continuais à travailler pendant que je faisais mes 2 maîtrises. Donc, il y avait un rapport aussi plus ancré dans la réalité, on va dire, par rapport à mon travail infirmier, et que finalement, je relativisais par rapport au fait de mes maîtrises que je faisais à côté. Ici, là, je suis arrivé, c'est des études à temps plein. J'ai quitté mon pays, ma famille, mon travail, beaucoup de choses. Donc, c'était un sacré défi. Donc, je pense que je me suis mis aussi beaucoup plus de pression par rapport à ça. Mais c'est vrai que je dirais qu'il y avait beaucoup de choses qui vont se croiser par rapport à ce qu'on disait avant, mais je pense que c'est plus d'une manière sociétale qu'il faut voir ça, en fait, par rapport aux exigences de la société, puis aussi aux difficultés qu'il peut y avoir pour les jeunes actuellement, quand on sort des études, à trouver un emploi, à trouver un logement, tout ce qui peut se précariser un petit peu. Et donc, quand on est aux études, peut-être qu'il y a beaucoup plus de pression par rapport à ça, pour être beaucoup plus dans la réussite, pour être peut-être quelque part le meilleur, pour avoir les meilleures subventions, pour avoir les meilleures offres d'emploi par la suite, ou des choses comme ça. Donc, je dirais peut-être que c'est peut-être pas forcément le milieu académique, en tout cas l'université, qui met plus de pression, mais peut-être la société, et puis nous, en tant qu'étudiants, où on se met plus de pression vis-à-vis des attentes de l'université et puis de la société vis-à-vis de nous. OK. C'est très intéressant, cette idée-là de pression sociale. Et justement, on parle de pression, on parle également de surengagement. Monsieur Bouchard, est-ce que, selon vous aussi, les étudiants sont de plus en plus épuisés? Est-ce que vous avez remarqué également un épuisement? Et comment éviter cet épuisement-là ou le surmonter?
On est encore, je dirais, dans l'après-COVID. Donc, c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui est, je dirais, susciter une réaction à la COVID versus ce qui est une tendance qui dépasse là. Il reste que beaucoup de nos étudiants actuellement à l'université, ont passé plus d'1 an, je dirais, en confinement ou enseignement à distance. Et donc, comme régime de travail, c'est une manière de travailler qui est différente. Et le retour, je dirais, pas à la normale, j'aime pas le mot, mais disons à un retour à une présence plus soutenue, avec des attentes plus présentielles, puis en personne, on voit que ça demande beaucoup de certains étudiants, alors qu'avant, c'était quelque chose de tout à fait normal et acquis. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire que les étudiants sont plus ou moins épuisés. On voit que certaines cohortes récentes ils vont être bien, puis sont très bien, puis ils vont être forts, tout ça. Je n'ai pas d'inquiétude fondamentale, mais on voit qu'il y a eu des défis, j'ai envie de dire, de s'intégrer à la vie universitaire académique. Je vais donner un exemple concret. Puis on a beaucoup d'étudiants qui, je dirais, ne réalisent pas qu'ils devraient venir aux cours en classe. Mais je dirais par défaut, ils devraient venir aux cours en présentiel. Et ça semble bizarre à dire comme ça. Je veux dire, il y a toujours eu des étudiants qui sautent des cours, qui manquent des cours. Je veux dire, je l'ai fait moi aussi. Là. Sauf que je savais que normalement, j'irais à mon cours. C'était nécessaire pour réussir le cours. Là, on se retrouve avec plus d'étudiants qui ne viennent même pas au premier cours. Donc, c'est pas parce qu'ils trouvent le cours plate ou pas assez stimulant. Non, ils ne sont même pas venus au premier ou au deuxième cours. Et quand on interpelle certains d'entre eux, ce qu'ils nous disent, souvent, ce sont des étudiants qui ont passé beaucoup de temps asynchrone, à distance, récemment, donc soit au cégep ou à l'université. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est je ne savais pas qu'il fallait que je sois en classe. Donc, c'est pas, encore une fois, je ne dis pas bien ou mal, mais je pense que c'est important de communiquer à toutes nos générations d'étudiants que la vie universitaire, pour qu'elle soit, j'ai envie de dire, qu'elle mène, oui, au succès, mais aussi qu'elle soit heureuse, qu'on en profite, c'est la communauté. Puis la communauté, oui, on a plein de liens qu'on peut faire par Zoom ou par Messenger ou des choses comme ça, mais communauté humaine sur le campus, c'est extrêmement riche. Puis, ça fait bizarre à dire, là, mais j'ai envie de dire aux étudiants, écoutez, venez à l'université et on fait des super bons cours en ligne, là, c'est pas ça, mais venez à l'université parce qu'une des parties les plus riches de la vie universitaire, ce sont les pauses. et je veux dire, combien d'amitiés se sont faites durant des pauses? Donc, le cours est génial. Ouais. Puis là, à un moment donné, à la pause, on va prendre un café ou on va prendre une gorgée d'eau ou on sort dehors. Puis là, on rencontre d'autres étudiants qui ont les mêmes curiosités que nous, qui ont les mêmes défis que nous. Puis ça, c'est des amitiés qui nous soutiennent, je dirais, moralement, psychologiquement et oui, académiquement. Mais pour ça, il faut venir sur le campus. Puis on a beaucoup d'étudiants qui ont perdu, plusieurs. Là, je ne peux pas donner un chiffre, mais on a beaucoup d'étudiants qui ont perdu de vue à quel point c'est riche de venir sur le campus puis d'aller en classe, que c'est ça le cœur de la vie universitaire. Pas juste ce qui se fait en classe, mais ce qui se discute aux pauses. Les liens sociaux. Les liens sociaux. Ouais. En fait, je vais encore une fois me tourner vers toi, Vincent. En tant qu'étudiant au parcours universitaire, justement, bien rempli, tu as 2 maîtrises, tes doctorants actuellement, est-ce que toi, tu as déjà quand même peut-être subi une période dans ta vie où tu vivais de l'épuisement, puis comment tu fais personnellement pour le surmonter? Oui, j'en ai vécu, surtout depuis que je suis arrivée là au doctorat. Ah oui, parce que en fait, moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu justement, j'arrivais dans un nouveau pays. J'avais laissé mon mari et mon chat et ma famille dans mon pays. Et donc, il fallait que je me fasse de nouvelles amitiés. Donc, je me suis dit que j'allais m'impliquer. Sauf que je n'avais pas réalisé peut-être non plus la charge de travail qu'allait représenter la première année de doc. Donc, je suis allée un peu partout. Donc, je me suis investi en tant que trésorier de l'association des étudiants des cycles supérieurs de la faculté des sciences infirmières. J'ai aussi candidaté à la troupe de danse de l'université. Donc, j'étais interprète de la troupe de danse contemporaine de l'université.
J'ai aussi fait du jumelage interlinguistique. J'ai oui. voulu faire après, l'année d'après, faire du parrainage étudiant parce que j'avais pas forcément été très bien parrainée, donc je me suis dit que j'allais... Bon, bref. Donc, j'ai fait toute cette sorte de choses et c'est vrai que c'était vraiment chouette de faire partie de ce milieu associatif ou ces regroupements-là pour avoir un sentiment d'appartenance, pour rencontrer des gens. Sauf qu'à un moment donné, ça devient qu'il y a tellement de rencontres ou de choses à faire par rapport à ça, qu'il y a aussi tout le doctorat à côté, puis il y a sa vie personnelle quand même à conserver. Et donc, c'est vrai que j'ai eu du mal à un moment donné, je pense, à trouver un équilibre, tout simplement. Entre les études, l'implication associative et ma vie privée. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, le doctorat prenait beaucoup de place et les implications aussi. Puis ma vie privée était un peu mise de côté. Puis je suis arrivé à un moment donné vraiment épuisé, pas mal déprimé même, voilà, où je prenais plus vraiment soin de moi, alors que je suis quelqu'un d'assez coquet, des choses comme ça. Voilà, il y avait des signes qui montraient que ça allait pas trop. Et puis voilà, donc je me suis dit, moi je suis quelqu'un de plutôt proactif. Je me suis dit, j'ai jamais été comme ça, c'est pas normal que je sois dans cet état-là. J'avais des difficultés à dormir, j'avais des troubles de la concentration. Voilà, j'avais vraiment du mal à prendre des pauses. En plus, je culpabilisais si je prenais des pauses. J'étais vraiment dans l'hyper-productivité, mais en fait, j'arrivais plus à produire parce que je prenais plus de pauses. Bon, bref, c'était un peu... c'était un peu le tourbillon un peu noir. Et puis, j'ai entendu parler des services là, à l'UDM qu'il y a de soutien à l'apprentissage. Et donc, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement avec une psychologue. Et voilà, avec qui j'ai un suivi depuis janvier 23. Et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire la part des choses, finalement, à réaliser que je pouvais prendre du temps pour moi aussi. Sans te culpabiliser. Sans me culpabiliser. Que je pouvais aussi refuser certaines choses, apprendre à dire non à des opportunités, même si la vie est faite d'opportunités. Moi, j'ai plutôt cette tendance-là à vouloir croquer dans toutes les opportunités, mais savoir aussi dire non, voir aussi tenir un agenda et pas forcément un agenda par rapport aux études. Moi, à l'inverse, j'ai tenu un agenda pour ma vie privée, pour m'obliger à avoir des temps de vie privée où je me bloquais des week-ends, où je me disais je vais aller ailleurs parce que si je faisais tout à la dernière minute, le week-end, je me retrouvais à travailler. J'avais toujours l'excuse de il faut que je travaille là-dessus. Donc, je ne vais pas prendre du temps pour ça. Donc voilà, vraiment trouver un agenda où cibler la semaine pour les implications et l'université, et puis les fins de semaine vraiment pour ma vie privée, où j'ai essayé de trouver un équilibre, voilà, que je recherche encore, qui peut être un peu fragile encore à ce moment-là. Puis c'est particulièrement important comme témoignage, parce que pour le doctorat, comme pour plusieurs professions, dont chercheur, c'est qu'il n'y a pas autant de structure. Donc, on n'est pas autant encadré au quotidien. Et ça, c'est très facile dériver quand on est laissé à soi-même à travers le doctorat. Et c'est pour ça, je veux dire, quand on est au premier cycle, c'est d'autres défis, mais il y a une structure à la semaine. Quand on est en rédaction ou en recherche, on est autonome. Et là, on se dit, est-ce que je travaille à 9 h le matin ou à 9 h le soir? Et est-ce que je travaille à 9 h le matin et 9 h le soir? Et là, c'est facile. Je veux dire, c'est bien parce que l'inspiration, elle frappe de manière non normée, je vais dire comme ça. Mais c'est très facile de tomber dans un pattern. Plusieurs d'entre nous ont passé des épisodes comme ça. Et donc, nous, il faut réfléchir, puis on essaie de voir, il n'y a pas de solution magique, mais de voir comment, en particulier au 3e cycle, au doctorat, est-ce que c'est possible de donner une structure minimale qui donne des balises, puis ensuite, oui, qui permet à la créativité puis à la recherche de s'exprimer de la manière qu'elle le souhaite, mais que ça ne soit pas une marche seule dans le désert. Et c'est un grand défi pour beaucoup de nos étudiants. Moi, je suis doyen, OK? Ma boîte à courriel est infinie, OK? Mais je ne lis pas mes courriels après 20 heures. OK. Après 20 heures, en fait, j'essaie de ne pas utiliser d'ordinateur. Okay. Parce qu'il y a toujours plus de courriels auxquels il faut répondre. Ouais. Puis à un moment donné, il faut se dire, regarde, j'ai une vie, c'est ma responsabilité ou mon droit d'être heureux dans cette vie-là. Et j'adore ma vie, j'adore ma profession, mais le but, c'est que je puisse vivre ça le plus sereinement possible. Puis là, on trouve nos équilibres puis nos balises. Et des fois, c'est les programmes qui permettent d'en fournir certaines. Des fois, c'est l'hygiène de vie personnelle. Mais c'est pour ça que c'est important de garder des liens avec des proches et avec des collègues, parce que c'est souvent ces deux qu'on apprend des manières alternatives d'organiser ses activités ou
ou sa vie. Bien justement, en fait, ma dernière question pour vous, Monsieur Bouchard, ce serait justement pour les étudiants qui ont peut-être cette difficulté-là à trouver l'équilibre. Qu'est-ce que l'université fait actuellement pour éviter que les étudiants éprouvent de l'épuisement, du burn-out, et qu'est-ce que l'université pourrait faire de plus? Donc, la deuxième partie est plus difficile. La première partie, je dirais, il y a des parties qui ont de l'air plates, mais qui sont super importantes. Il y a vraiment un travail de veille à l'université pour que 3 crédits, donc quand on voit un cours de 3 crédits ou un cours de 1 crédit ou un mémoire de 30 crédits, ça correspond à un nombre d'heures. Et donc, on s'assure, puis on ne le fait pas parfaitement, puis on essaie, je veux dire, ça demande une vigilance constante, mais de s'assurer que les demandes qui sont faites des étudiants sont proportionnelles au crédit. C'est une métrique imparfaite, mais ça permet, bien, si tu as 15 crédits, bien, ça ne devrait pas te demander l'équivalent de 30 crédits. Donc ça, c'est un travail, je dirais, de veille académique qui est essentiel et qu'on perfectionne tout le temps. Moi, mon rêve, OK? Puis là, c'est le commentaire éditorial, là. Mais je trouve qu'on, sans le vouloir, puis c'est en partie les ordres professionnels, les agréments, mais la plupart des programmes le font aussi, on ajoute tout le temps des contenus, mais on n'en enlève jamais. Ou on enlève ceux qui sont périmés, mais c'est parce qu'on en a ajouté d'autres. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la marge de liberté de nos étudiants dans leur choix de cours. Et c'est pas miraculeux, mais moi, je dirais mon souhait, puis j'essaye de le faire comme doyen, mais je me fais pas d'illusions non plus, là, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on est capable d'augmenter la marge de liberté de nos étudiants, d'explorer leur curiosité, même si elles sont inutiles? On a besoin de... Je veux dire, un étudiant, c'est génial s'il a envie d'apprendre le grec ancien, même si ça ne lui sert à rien. Ouais. C'est génial qu'ils veulent prendre un cours de photo, qu'ils veulent prendre un cours d'introduction à la biologie, mais pas dans une perspective utilitaire. Okay. Juste en fait, dans une perspective de jeu. Et donc, moi, je pense que... Puis j'essaie de le faire à la Faculté des arts et des sciences, mais au moins, je pose la question, comment peut-on réinsuffler plus d'émerveillement, de curiosité puis de jeu dans la vie, dans notre parcours académique? Et ça ne sera pas une révolution, mais est-ce qu'on peut rajouter un 3 crédits de cours au choix, mais que ce cours-là, il ne soit pas directement en lien avec la formation, puis que l'étudiant n'ait pas à s'expliquer puis à se justifier pourquoi, mais parce que ça lui tente. Vincent, tu voulais... Ouais, pour rebondir là-dessus, je suis tout à fait en accord avec ça. Alors moi, c'était pas un cours en plus, mais c'était la troupe de danse, finalement, qui m'a fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. Et puis j'ai découvert, moi, je suis quelqu'un qui dansait un peu comme ça, mais j'ai jamais fait de la danse quand j'étais enfant ou quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment découvert ce que c'était être interprète de danse, de travailler avec une chorégraphe, de voir aussi comment on pouvait transmettre des idées par le corps, finalement, sans utiliser mots, alors qu'il y a quand même une injonction à la parole dans notre société actuelle. Et en fait, en découvrant tout ça, cette nouvelle créativité, ce nouveau médium de transmission d'informations ou de pensées, enfin bref, m'a fait réaliser que c'était quelque chose que je pourrais utiliser peut-être une fois que j'aurai ma thèse, une fois que j'aurai les résultats de ma thèse, mais peut-être que je pourrais faire danser les données, danser mes résultats. Et faire une... voilà, okay. J'ai l'idée de faire ça, je ne sais pas si ça arrivera, mais finalement, d'aller... faire cette troupe de danse qui n'était pas du tout dans mon cheminement doctoral, et moi qui travaille en sciences infirmières, où voilà, je vais étudier un phénomène qui touche les soins psychiatriques, voilà, quelque chose d'assez concret. Jamais j'aurais pu penser à un moment donné ramener la danse à ce projet-là. Et finalement, en faisant de la danse, en découvrant tout le processus de création d'une œuvre de danse contemporaine, qu'est-ce que ça faisait, comment on pouvait transmettre des émotions, des informations à un public par la danse, mais ça m'a fait penser que peut-être que je pourrais transmettre des choses de ma thèse hors milieu académique à la société par une œuvre de danse contemporaine. Voilà. Wow! C'est super intéressant, c'est très pluridisciplinaire comme approche. Alors, ma dernière question, ce serait pour toi, Vincent, encore. Je pense que si on parle de surengagement, d'épuisement, de performance, de burn-out, une dimension qui est essentielle à aborder de nos jours, celle des réseaux sociaux. Est-ce qu'un réseau social comme LinkedIn, moi j'ai LinkedIn, toi aussi tu l'as, peut rajouter une certaine pression sociale? On parlait de pression sociale aussi tantôt, pour les étudiants qui n'ont pas vraiment le choix un peu de se mettre de l'avant à travers cette plateforme que tout le monde utilise.
Complètement. Enfin, moi, je pense que tous les réseaux sociaux nous ajoutent de la pression sociale, beaucoup, même académique, là, par rapport aux réseaux que tu cites. C'est devenu quasiment une obligation maintenant d'y être pour pouvoir se promouvoir, pour pouvoir diffuser. Même moi, je vois dans le milieu de la recherche que ça peut être un milieu de diffusion de ces travaux, de rencontres. Mais en fait, finalement, ça vient quelque chose de qui c'est qui va avoir le plus de likes, qui c'est qui va avoir le plus de repartages. Et donc, ça revient dans quelque chose de l'ordre de la performance, de la productivité encore. Et puis, moi, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, il faut toujours faire attention à l'ombre un peu des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'addiction qui peut en émerger. Et donc, moi, je trouve qu'on est ultra sollicité tout le temps par Facebook, par Instagram, par LinkedIn, des choses comme ça. Ouais. Et je pense que, malheureusement, c'est des outils avec lesquels on doit travailler maintenant. Mais c'est savoir comment... le faire le plus sainement possible, peut-être. Se dire, une fois par semaine, je vais juste sur ce réseau-là et puis j'en profite pour voir les nouvelles qui m'intéressent et connecter avec d'autres professionnels. Mais je dirais, c'est vraiment comment, comme le disait tout à l'heure Monsieur Bouchard, c'est comment garder aussi notre pied dans notre humanité quelque part, et donc sortir un peu de ces réseaux sociaux qui sont primordiaux et qui existent de toute façon, donc il faut faire avec, mais c'est aussi comment retrouver peut-être retourner à l'université justement, ressolliciter peut-être la chaleur humaine finalement, c'est ça dont on parlait un peu, qui ne peut pas être là avec les réseaux sociaux ou avec le distanciel. Et pour revenir juste à la question que tu me posais tout à l'heure, où M. Bouchard a intervenu, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi il y a eu le suivi avec le soutien à l'apprentissage qui m'a beaucoup aidé, mais aussi le partage avec les pairs, avec des personnes justement qui vivent la même chose que moi ou qui ont vécu les mêmes choses que moi, le parcours doctoral ou le parcours universitaire. Tu vois, de me rendre compte que j'étais pas le seul à ressentir le syndrome de l'imposteur, que voilà, on l'a tous finalement, ce petit syndrome de l'imposteur, et c'est comment on le traite vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, et puis que les autres le vivent aussi. Ça nous permet de savoir que ça permet de le normaliser quelque part peut-être, et de moins se sentir seul. Et puis il y a toutes ces notions d'anxiété de performance, et donc ça on peut aussi vraiment travailler dessus avec les services de soutien à l'apprentissage, et puis aussi en relativisant, en se servant plus je vais dire de sa vie privée, on va dire, ou des choses qui nous passionnent à l'extérieur. Moi, je sais que j'ai jamais été finalement aussi productif et accompli quand je passais le moins de temps devant mon ordinateur, quelque part. C'est un peu bizarre de dire ça, mais où les semaines où je passais quasiment H24, 7 jours sur 7 sur mon ordinateur à étudier et essayer de produire, finalement, j'étais en difficulté, j'étais pas bien. Et puis, dès que je m'obligeais à prendre une marche, à aller danser, à faire une sortie avec mes amis ou des choses comme ça, mais c'est comme ça qu'après, finalement, on se confronte aussi aux idées des autres, on réfléchit, même sous la douche, des fois, on a les meilleures idées du monde. Et voilà, et c'est comme ça qu'après, on arrive à rester malgré tout performant, parce qu'il y a besoin pour l'université, mais en prenant soin de soi. Donc, je dirais que le mot qui m'a le plus servi pour aller mieux, c'est l'indulgence. Être indulgent envers soi-même. L'équilibre aussi. Il y a vraiment cette notion d'équilibre quand tu décris justement le fait que prendre des pauses, au final, ça devient productif. Complètement. Tu sais, on a peut-être cette impression-là que parce qu'on prend des pauses, on perd du temps. Mais au contraire, je t'écoute parler, puis au final, ça devient productif de prendre des pauses. On est plus allumé après, on est mieux pour rentrer dans le travail. Complètement. C'est ce que ma directrice de doctorat, Marilène Goulet, une fois au tout début de mon parcours, je l'appelle un peu en panique en disant « je pense que j'y arriverai pas, je pense que c'est pas fait pour moi », presque en larmes. Vraiment... très émotionnelle, très envahie, très fatiguée, je pense. Épuisée, aussi. Cette phase d'épuisement-là. Exactement. Ouais. Et elle m'a juste dit, Vincent, là, moi, je t'ordonne quelque chose, c'est tu coupes ton ordinateur et tu prends ton après-midi pour aller marcher. OK. Et on en reparle. Et finalement, elle avait tout à fait raison. Ça a vraiment... J'avais besoin de couper, de couper de ce cheminement, de tout le temps être productif et de vouloir absolument performer. Mais moi, ça fait le tour des questions, mais je pose toujours la question, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, pas nécessairement. Je dirais juste que
on peut tous avoir et toutes avoir des moments un peu plus bas. Ouais. Et puis aussi, les échecs font partie de la vie. Et donc, pas toujours voir un échec comme l'effondrement de quelque chose, mais plutôt peut-être l'opportunité d'une nouvelle chose. Ouais. Ou la reconstruction de quelque chose. Pour partager ce que je vis actuellement, moi, je suis en examen général de synthèse en ce moment-là, donc pour passer du statut d'étudiant à candidat au doctorat. Et j'ai un de mes écrits qui est ajourné, donc je dois le retravailler. Pourtant, j'ai eu une excellente scolarité jusqu'alors. Et voilà, j'ai eu le choix quelque part de soit m'effondrer complètement et me dire c'est la catastrophe et c'est la fin, ou finalement, là, je le prends plus légèrement parce que finalement, ce qui m'a amené à cet ajournement, c'est une extrême anxiété, beaucoup de fatigue et une peur de l'échec absolu. Et finalement, j'ai été dans les cercles vicieux que j'ai pu connaître qui m'ont pas permis d'être aussi bon que je peux l'être. Et donc là, je prends les choses beaucoup plus relativement. En me disant que voilà, je vais faire ce que je peux du mieux, je vais rattraper et puis on verra ce qui se passera. Je trouve en fait que c'est un super beau mot de la fin, plein d'espoir. Alors merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Merci à vous, à toi. Oui, et merci Monsieur Bouchard également. Merci beaucoup. Merci. C'était le dernier épisode de Cœur et d'études. Merci de nous avoir suivis dans cette quête pour mener une vie saine, riche, épanouie dans ses études. J'espère que vous avez pu retenir des trucs et astuces que vous souhaitez intégrer à votre quotidien étudiant. Et si jamais vous sentez le besoin d'obtenir de l'aide, n'hésitez pas à avoir recours au service du Centre étudiant de soutien à la réussite de l'UDM. D'ici là, je vous souhaite bonne chance dans vos études.